bienvenue à notre webinaire intitulé Rénovation énergétique en crèche publique, comment se faire accompagner. Donc pour répondre à cette question, nous avons fait appel à différents intervenants, dont Donatien Laufer, qui est coordinateur des régions Pays de la Loire, Occitanie et PACA du programme ACTE. Il y aura aussi donc l'intervention de Blandine Rémy, qui est chargée de conseil et de développement territorial à la CAF de la Charente. Et enfin, l'intervention de Delphine Cosson, qui est directrice générale de La Belle Vie, et Grégory Galetti, qui est référent patrimoine du CCAS de la ville de Grenoble. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais inviter Donatien Laufer à nous présenter dans un premier temps ACTE et nous décrire les différentes prises en charge possibles pour la rénovation énergétique des crèches publiques. Donc, Donatien, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être invité aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire sur la rénovation pour les crèches publiques. Quelles sont les aides disponibles? Alors, moi, je vais aborder, j'ai vu un peu dans la description quels sont les profils. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup à la fois de personnes qui travaillent directement aux crèches, directrices, EJE, infirmières, et aussi des gens qui travaillent dans les services petite enfance. Le programme que je vais présenter, dans le cadre du programme que je vais présenter qui s'adresse à des structures publiques, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de s'adresser à des personnes qui sont dans les services techniques, voire bâtiments, mais vous allez voir qu'il y a un lien qui peut être fait. Donc, moi, je représente effectivement une structure qui s'appelle ACTE, le programme ACTE, qui dépend d'une fédération, la FNCCR, qui regroupe plusieurs syndicats d'énergie, avec historiquement des fonctions dans l'énergie, notamment les réseaux d'électricité et l'eau. ACTE, c'est un programme C2E. Et donc, on va pouvoir passer sur la slide suivante. Qu'est-ce que c'est ACTE? D'où ça vient? Pourquoi on est là? ACTE se concentre sur les besoins initiaux des collectivités territoriales. Vraiment, notre cible, c'est de pouvoir aider les mairies, les communautés de communes, les conseils départementaux, les conseils régionaux sur un aspect bien spécifique qui concerne l'énergie et plus particulièrement l'efficacité énergétique. Le contexte, c'est notamment le contexte climatique qui est très important, avec une nécessité absolue de la part de toutes et tous, dans tous les pays, dans toutes les structures, de baisser l'empreinte carbone. L'empreinte carbone. Et ça se traduit dans l'empreinte carbone, vous savez, il y a plusieurs aspects, et notamment l'aspect des bâtiments. Il y a un énorme vivier sur les bâtiments pour baisser l'empreinte carbone. Donc, il y a deux leviers qui se complètent. Pour baisser l'empreinte carbone d'un bâtiment, il faut diminuer l'utilisation de ressources en énergie polluantes, notamment les chaudières fioul, gaz, etc. Et d'autre part, diminuer les besoins qu'on a de Donatien, on ne vous entend plus, votre micro est coupé. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en suis désolé. Donc, j'ai dû cliquer sans faire exprès. Donc, premier contexte, effectivement, vraiment l'argument carbone. Le second, c'est l'argument financier. Les communes, notamment, enfin toutes les collectivités publiques qui possèdent donc des patrimoines patrimoniaux, sont très concernées par les hausses de factures d'électricité, notamment depuis l'été 2022, avec différentes origines, notamment la reprise post-Covid, la guerre en Ukraine. Ces augmentations de prix ont un impact déterminant, d'où la volonté accrue d'agir de la part des collectivités. Bien évidemment, cela concerne aussi les particuliers, mais effectivement, les collectivités ici sont notre cœur de cible. On a en plus des obligations réglementaires et surtout un devoir d'exemplarité du public vis-à-vis, un devoir d'exemplarité pour mener avec l'État des rénovations du bâtiment et être capable de montrer que c'est possible d'avoir des bâtiments qui sont mieux isolés. Alors, en restant sur cette slide, j'insiste, hein, donc on peut aussi choisir de construire des nouveaux bâtiments, ça c'est sûr. Pour la construction neuve, il y a des différentes réglementations qui existent, avec des différents labels, label BBC, etc., pour avoir une très faible consommation d'énergie.
On considère que malgré tout, ces intentions qui sont tout à fait louables, les constructions neuves représentent une part négligeable du parc bâti et il faut vraiment se concentrer sur le parc existant. Il y a déjà beaucoup de travail sur le parc existant pour réduire la consommation d'énergie et donc l'empreinte carbone. Et donc aujourd'hui, dans ce constat qu'on a posé, on se concentre, effectivement, notre interaction aujourd'hui, c'est de se concentrer sur une partie de ces bâtiments publics que sont les crèches, mais on a d'une manière générale tout un aspect important qui est donné sur le bâti scolaire, les écoles, hein, qui représentent aussi une part importante du patrimoine des collectivités, et aussi différents bâtiments comme les mairies, les salles des fêtes, les salles polyvalentes, etc. Là, sur la slide d'après, on peut aussi rappeler un peu le contexte à la fois politique et de regroupement. Donc politique, c'est qu'en fait, on est face à si on parle des communes, par exemple, on a plutôt du court terme avec des mandats d'élus qui en général durent 6 ans donc pour les maires, avec des volontés de faire des projets. Et en face de ça, on met en face du très long terme, enfin du long terme ou du très long terme, qui sont la rénovation du parc. Quand vous avez une collectivité qui a, je ne sais pas, 70 bâtiments, ce n'est pas en 6 ans, et anciens, ce n'est pas en 6 ans qu'elle peut tout rénover. Donc il y a un véritable projet à mener qui est sur le temps long. Et en plus de ça, ça c'est un aspect un peu technique sur le programme acté, c'est qu'on cherche à avoir un effet levier de la part des collectivités pour qu'elles, au mieux, elles essayent de s'associer entre elles pour porter des projets quand elles toquent à notre porte. Voilà. On peut, je pense, passer à la slide suivante qui va donc représenter ce qu'est le programme acté, qui dépend donc de la FNCCR. FNCCR, c'est donc, je ne l'ai pas précisé, pardon, c'est une fédération nationale des collectivités concédantes et régies, une association de loi 1901 qui a à peu près 100 ans. Et le programme acté dépend de cette structure. L'objectif, c'est vraiment pour les collectivités, pour aider à développer des projets de rénovation dans l'efficacité énergétique, d'une part, et d'autre part, dans la substitution d'énergie fossile. Alors, premier point, effectivement, sur cet aspect-là, sur l'aspect, pardon, je vais l'aborder juste après. Et comment on fait ça? Donc, le programme acté, on aime beaucoup la figure des arbres, qui plaisent beaucoup. On a vraiment deux branches principales. La première, ce que vous voyez à gauche, c'est un centre de ressources, c'est-à-dire on est là pour aider via de la documentation, via des guides, via des cahiers des charges type, n'importe qui, n'importe quelle collectivité, qu'elle fasse partie ou non de nos programmes, n'importe quelle collectivité peut lire ces guides, se renseigner sur nos aides, se renseigner sur des fiches sobriété, par exemple. Donc un ensemble, un ensemble de ressources qui sont mises à disposition. Et l'autre branche principale, c'est donc on apporte de l'argent, on apporte des subventions aux collectivités territoriales sur leurs projets. Cet argent, d'où est-ce qu'il vient? Donc on est un programme C2E, donc il vient des certificats d'économie d'énergie, qui sont une sorte de taxe qui est demandée aux pollueurs, aux fournisseurs d'énergie, par exemple les grands énergéticiens, les fabricants de pétrole, etc. Ils sont une taxe qui ensuite est répartie en différents programmes. Nous faisons partie d'un des plus gros programmes C2E en France. Et donc, via cet argent, le but, c'est que cet argent serve à avoir des actions bénéfiques pour le plus grand nombre. En l'occurrence, notre programme est dédié, je le répète encore, aux structures publiques uniquement. Et donc, via des appels à projets, euh, les collectivités peuvent candidater. Dans la suite effectivement ce que je viens de dire, plus précisément, donc on retrouve partie gauche, centre de ressources, et partie droite, nos différents appels à projets. Je peux peut-être passer 1 à 2 minutes dessus. Actuellement, on a un appel à projet qui s'appelle le fonds Chêne. On est sur des noms d'arbres encore. Euh, voilà, dont je vais détailler d'ailleurs les quelques actions éligibles. Qu'est-ce qu'on finance finalement? C'est peut-être ça qui peut vous intéresser. On a également, et pour information, à titre d'information, un programme dédié à l'éclairage public, un à l'effacement électrique dont je ne vais pas détailler, un dédié au bâti patrimonial, euh, et je peux mettre en avant peut-être tout en bas le programme Cube. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce programme qui est dédié uniquement aux actions de sobriété.
Il y a notamment un programme CUBE qui a été fait pour les écoles, et on a montré que juste avec des actions de sobriété, des bonnes pratiques, on peut déjà arriver à baisser la consommation d'énergie. Voilà, donc ça, c'est tout un ensemble de programmes, sous-programmes que nous finançons. Et on est actuellement en programme Acté, qui est une structure assez jeune, hein, qui date d'il y a 4 ans, 4 ans et demi. Euh, mais on est en pleine croissance, à la fois en interne et aussi dans le cadre des budgets qu'on arrive à demander auprès du ministère. On a par exemple actuellement un budget de 220 millions d'euros, dont 90% fera l'objet de subventions pour les différents projets pour les collectivités. Voilà, donc c'est un budget assez important, mais on le verra, ce budget n'est absolument pas suffisant à lui seul pour financer des travaux. Euh, et même si on écarte les travaux, il n'est pas suffisant pour financer toutes les actions types qu'on peut espérer pour les collectivités. Mais c'est déjà un bon coup de pouce. Et le but, c'est de créer de l'émulation et on espère auprès du ministère de pouvoir continuer à proposer ces services-là. Je vais maintenant pouvoir détailler un peu plus le FONCHEN, qui est donc notre appel à projet principal dans lequel les crèches publiques peuvent s'inscrire dans le cadre de demandes. Alors, qu'est-ce qu'on finance? En partie gauche, vous voyez ce qu'on finance et si vous vous souvenez bien, je dis qu'en fait, cet argent-là qui est important, 200 millions d'euros à peu près, ne suffit pas à financer des travaux. Donc en fait, on ne finance pas des travaux, on finance tout ce qui se fait avant et qui permet de choisir quels travaux on fait, comment, avec quels moyens. Donc tout ce qui se fait en amont des travaux, ça représente quoi? Première chose, auprès des collectivités, on a quelque chose d'important, ce sont des postes, des personnes qu'on appelle, qui portent le nom d'économes de flux, qui travaillent pour les collectivités, donc en général pas que pour les crèches, à l'échelle au moins d'une collectivité, parfois à l'échelle de plusieurs collectivités, pour aider à comprendre les factures, à essayer de trouver des mesures d'économie d'énergie, et à faire le lien avec les différents bureaux d'études qui vont faire les différentes études techniques, etc. Faire le lien entre les bâtiments et l'extérieur. Deuxième partie, c'est tout ce qui va être outillage. On a besoin de capteurs pour mesurer quelle est la température. On a besoin d'un compteur électrique pour savoir combien on a consommé d'électricité, etc. Donc toute la partie outillage. Ensuite, on a une partie sur les études énergétiques, notamment les audits énergétiques sont vraiment l'étude phare pour bien comprendre l'état actuel d'un bâtiment, donc en l'occurrence une crèche, et quelles sont les actions qui peuvent être faites pour diminuer les consommations d'énergie, quels sont les travaux à faire. Donc par exemple, un audit énergétique d'une crèche pourrait déterminer évidemment l'adresse, la surface, la localisation, les moyens de chauffage existants, le type de vitrage et le type de mur existant, etc. Et pourrait déterminer plusieurs scénarios pour dire, par exemple, on vous recommande de faire ou de changer l'isolation. On vous recommande de changer les fenêtres. On vous recommande de changer le type d'éclairage pour que ce soit des LED au lieu d'avoir des néons. On vous recommande de changer le moyen de chauffage et de ne plus avoir par exemple, de chaudière gaz, plutôt mettre une pompe à chaleur, etc. Donc les audits énergétiques sont vraiment une pierre angulaire pour ensuite aller vers des travaux. Et on a le lien avec les travaux, c'est qu'on finance également la maîtrise d'œuvre. Donc en gros, par exemple, les architectes qui accompagnent et qui pilotent les travaux. Et on a divers financements sur les assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc pour résumer, on est beaucoup en amont des travaux avec une petite part sur la maîtrise d'œuvre. Le but, c'est d'être le coup de pouce pour que les collectivités, puisqu'on raisonne vraiment à l'échelle de la collectivité, puissent insuffler le passage à l'acte, le passage en travaux. Les porteurs de projets éligibles sont donc les collectivités, dont j'ai parlé depuis longtemps. Les bâtiments éligibles, pareil, tous les bâtiments publics ou territoriaux à usage tertiaire. Donc vraiment, les crèches sont clairement dans notre cœur de cible. On en a déjà qui ont fait l'objet de financement. Et dans les subventions, on a des taux de financement que je ne vais pas détailler, mais qu'on a en gros entre 20% et jusqu'à 80% de financement dans le cadre de bonus. Alors, en gros, si vous êtes... tac, je vérifie où j'en suis. Oui. Peut-être on peut passer à la page suivante sur comment ça se passe concrètement. Donc, je vais pas m'attarder. C'est qu'on a
des projets qui peuvent se monter à l'échelle d'une collectivité. Donc, les collectivités candidatent à un appel à projet de la part d'Acté, avec un projet qui se monte, qui est instruit, on analyse et on accorde ou pas le dossier. Et ensuite, il y aura des remontées de dépenses. Donc, par exemple, si vous êtes une crèche, si la commune a décidé de faire, par exemple, un audit énergétique, la commune euh, peut solliciter une aide de la part d'Acté. Et si c'est accepté, le projet est accepté. Au moment venu de l'audit, il faudra juste nous montrer la preuve que l'audit a été fait, etc. Et ensuite, on procède à des remboursements tout simplement. On est là, d'une manière générale, pour vraiment accompagner euh, les, euh, les collectivités. Je vais passer sur cette slide qui est un peu plus technique, je m'en excuse. Comment ça fonctionne? On fonctionne par saison. Donc, par bloc de 6 mois à peu près, toutes les collectivités peuvent candidater. Je vous ai montré un exemple des dernières saisons, saison 2, saison 3. Et actuellement, ce qui est important, c'est si mon message peut vous intéresser, c'est-à-dire que vous avez recensé des besoins, que la commune en fait a recensé des besoins d'études, d'outillage, éventuellement d'un poste d'économe de flux qui naviguerait pour tous les bâtiments de la commune, etc. À ce moment-là, nous avons donc un appel à projet qui est en cours d'ouverture, donc c'est la saison 4 de Chêne. La clôture se fera en fin septembre. Donc effectivement, c'est le moment ou jamais si d'aller voir, d'aller toquer la porte auprès du service bâtiment s'il y en a, ou service finance pour leur dire, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal de candidater à ce programme. En écho. Ça pourrait être pas mal de candidater à ce programme, sachant qu'en général, voilà, on essaye d'avoir plusieurs projets quand même à l'échelle d'une collectivité. Donatien, je Euh, me permets de vous couper. Il va falloir terminer bien. votre intervention. Et ben, ça tombe Donc, bien, puisque super. c'était donc la dernière page. Je me tiens à votre disposition. Donc, à la fin, on aura un temps de questions pour éventuellement préciser l'un ou l'autre des points. Super, mais merci Voilà. beaucoup Merci beaucoup. Donatien pour cette présentation. Comme Donatien vient de le dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura un moment de questions-réponses dédié. Vous pourrez directement poser vos questions à Donatien. Et maintenant, du coup, je vais donner la parole à Blandine Rémy, qui va nous parler de l'accompagnement de projets de rénovation sur le territoire de la Charente. Bonjour à tous, je suis ravie moi aussi d'être là cet après-midi avec vous. Je me présente rapidement. Donc, je suis Blandine Rémy, ma fonction c'est chargée de conseil et de développement pour donc, la Caisse d'allocation familiale de la Charente. Ma mission c'est d'accompagner l'ensemble des porteurs de projets, les collectivités bien sûr, mais pas que, les associations qui œuvrent dans les champs de compétences de la Caisse d'allocation familiale. Du coup, cet après-midi, je vais vous présenter plus particulièrement deux fonds nationaux qui vont nous intéresser pour pouvoir participer au projet des territoires sur des rénovations de bâtis, en l'occurrence. J'ai juste envie de préciser tout de suite que malgré que ce soit des fonds nationaux, il n'empêche que ces demandes de cofinancement sont quand même à la discrétion des conseils d'administration des CAF dans les départements. Et je vous invite donc bien sûr à rester très en contact en amont de vos projets avec des interlocuteurs comme moi, chargés de conseil et développement dans vos départements. Voilà. On peut passer sur la première slide si vous voulez bien. Je voudrais préciser aussi tout de suite que ce que je vais vous présenter, je vais le faire, alors du coup, vous expliquer le fonctionnement de ces deux fonds, comment vous pouvez les mobiliser, qu'est-ce qui fait l'objet pour nous de nouveautés dans le cadre donc de notre nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui a été signée avec l'État et autant pour moi, il y a une erreur. C'était en 2023 et qui court jusqu'en 2027. Donc, ce sont les engagements que la Caisse nationale a pris avec l'État pour la période. Les deux fonds dont je vais vous parler s'inscrivent donc dans les ambitions qui sont décrites là et que je vais détailler avec des moyens dédiés. Mais je voudrais rappeler que ces deux fonds ne sont pas nouveaux et qu'ils s'inscrivent donc bien dans la continuité. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, on a des moyens qui sont quand même réévalués. Et puis, on a surtout, en tout cas, des fléchages plus intéressants et plus précis, notamment sur ce qui va nous intéresser sur la partie développement durable. Voilà.
Et pour le contexte, je ne pouvais pas vous les présenter sans vous parler quand même très rapidement du contexte et que je ne vais pas détailler. Mais bien sûr qu'on s'inscrit dans un engagement avec les services de l'État sur un développement de place général sur la période. Notre préoccupation, c'est le développement, mais c'est aussi la pérennisation des places d'accueil et des services qui existent sur les territoires aujourd'hui. On a pu enregistrer pour différentes raisons des destructions de places et ça nous préoccupe beaucoup. Voilà. Euh, et ce nouvel engagement, il s'inscrit quand même dans un contexte un peu particulier avec la mission du service public de la petite enfance qui va doucement mais sûrement s'organiser sur l'ensemble du territoire national et du rapport de l'IGAS qui a mis l'accent sur la question de la qualité d'accueil, mais aussi de la qualité de l'exercice d'accueil. Donc, tous les fonds que je vais vous présenter tiennent compte aussi du coup de ces préoccupations-là. Voilà. Écoutez, simplement vous dire donc dans les ambitions, dans les ambitions qui sont les nôtres, la pérennisation des places, je l'ai dit, la question des développements de places, et puis ce qui est quand même une nouveauté, et vous le verrez dans ce que je vais détailler, l'éligibilité des maisons d'assistantes maternelles, du coup, pour pouvoir candidater, en tout cas pouvoir prétendre au cofinancement de ces fonds nationaux. Les moyens dédiés, simplement un petit focus là-dessus. On a globalement une augmentation du Fonds national d'action sociale sur cette convention d'objectifs et de gestion qui s'élève à 6% de façon globale, mais avec un accent très particulier quand même, d'un peu plus de 6%, 7 ou 8, selon les enveloppes sur les parties d'investissement qui concernent la petite enfance. Voilà, donc retenez des moyens dédiés vraiment très importants et très accentués sur la partie petite enfance, qui n'est pas notre seul champ d'intervention. Mais voilà, on peut continuer. Rapidement, là aussi, pour ne pas rentrer dans les détails, mais je me tiens à votre disposition si besoin pour des questions ensuite. Les thématiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le premier fonds qui s'appelle le Fonds de modernisation des établissements, on est sur de la rénovation de bâtis, de la mise aux normes, de la sécurisation, etc. Des opérations, encore une fois, qui facilitent aussi la réponse aux exigences de la prestation de service unique. Pour beaucoup qui sont là cet après-midi, ça vous parle, sur la fourniture des couches et des repas. Ça, ce sont les thématiques historiques. Donc, on est simplement sur un maintien. On a enrichi du coup l'éligibilité de demande à des thématiques nouvelles, donc notamment la mise en conformité au regard du référentiel bâtimentaire ou de la loi Egalim. J'ai pu accompagner pour la collectivité que j'accompagne sur le territoire de la Charente qui s'appelle Grand Cognac. On a pu du coup accompagner en fait, toute une mise aux normes de la vaisselle dans toutes les structures de la petite enfance grâce à ce fonds. Voilà. Et donc les principales évolutions, c'est quand même un plafond qui est majoré. Je vais vous expliquer juste après comment fonctionne le barème en fait d'éligibilité ou en tout cas de calcul de la subvention FME pour l'ensemble des projets. Donc on a quand même un plafond majoré et c'est pas rien de 2 000 euros sur les travaux qui permettent l'obtention d'un label ou d'un certificat de développement durable, un élargissement des motifs de mobilisation et je le disais tout à l'heure, une accessibilité du coup à ce fonds-là aussi pour les maisons d'assistantes maternelles qui ont plus de 10 ans d'existence. Voilà. On peut continuer simplement que je puisse vous montrer. Voilà, le différentiel, ça peut aller quand même très vite sur des établissements, on va dire, de crèches plus ou moins grandes. Quand on passe effectivement du coup d'une aide qui se calcule avec toujours un plafond de financement à 80% du coût de l'opération, à entre 4 800 ou 6 800 euros par place, selon qu'on poursuit ou pas un objectif de labellisation ou en tout cas des objectifs d'exigence en matière de développement durable, ça peut chiffrer extrêmement vite si on est sur des structures de, on va dire, 25 ou 30 places, voilà, en l'occurrence. Merci. Et le deuxième fonds que je vous présente également succinctement et qui peut être convoqué dans les projets sur les territoires, c'est le fameux PIAGE, le plan d'investissement d'accueil du jeune enfant.
Donc là, vous avez les tailles, on est plutôt sur de la création de place avec une partie qu'on peut, en tout cas, également sur la question de l'extension, en tout cas, d'une offre qui existe déjà, avec une exigence de 10% d'augmentation de places nouvelles, voilà, pour pouvoir faire levier sur la création de place. Je vous rappelais en introduction que c'est évidemment l'objectif poursuivi pour une meilleure couverture, en tout cas des besoins des familles sur les territoires. Voilà. Donc, vous avez désormais les maisons d'assistantes maternelles qui peuvent y prétendre, c'est une grande nouveauté, les EAJ, les établissements d'accueil du jeune enfant. Ici, je ne l'ai pas indiqué parce que c'était pas tout à fait l'objet cet après-midi, mais sachez-le, également les crèches qui fonctionnent avec la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, peuvent également prétendre à ce type de subvention, et les relais petite enfance. Voilà. Pour l'exemple et pour l'illustrer, je travaille moi en ce moment donc avec l'agglomération du Grand Cognac sur la mise aux normes, alors, enfin, et qui du coup va nous emmener sur une totale création et un nouveau bâti pour une crèche qui aujourd'hui ne répond plus du tout aux exigences bâtimentaires, donc qui est même menacée en fait du coup de destruction ou en tout cas de fermeture. On va avoir une structure sur le bâti, on va avoir des espaces partagés entre le relais petite enfance et le HIE. Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut effectivement du coup donner, ou en tout cas la valeur que ça peut représenter entre une exigence ou non dans le cadre du coup de cette construction, si on poursuit ou non des objectifs en matière de développement durable. En fait, on l'a calculé. Donc, avec des calculs que je vais vous montrer, on peut les montrer tout de suite sur le barème suivant du piage. Pardon, merci. Vous avez donc la majoration du développement durable. Aujourd'hui, maintenant, dans les nouvelles conditions, elles sont passées, au moment où j'ai accompagné le projet, le tout début du projet, il y a 2 ans, on était à une majoration de 700 € par place. Aujourd'hui, on est à 2000 € par place. Et le projet, maintenant, ambitionne un développement jusqu'à 30 places. Donc, on l'a réévalué peu ou prou. Ça donne entre 60 000 € de différence de subventions pures, uniquement en ce qui concerne le développement durable ou pas. En tout cas, la poursuite d'objectifs en matière de développement durable est uniquement pour les places de crèche, mais se couple là-dessus, puisque ce sera un bâtiment partagé, y compris une majoration de développement durable pour ce qui va concerner la partie relais petite enfance. Donc, on est peu ou prou sur une différence qu'on a évaluée entre 60 et 80 000 € sur l'ensemble de la subvention, si oui ou non on active le levier majoration du développement durable sur cette partie-là. Voilà. On va peut-être revenir, si vous voulez bien, pardon, à la slide juste précédente pour voir si je n'ai pas oublié des choses que je voulais vous dire. Donc simplement, voilà, je voulais souligner que vous les ayez en tête, les principales évolutions du piage. Et c'est notre grande nouveauté, c'est la question de l'octroi de cette subvention aux maisons d'assistantes maternelles, puisque dans l'objectif de notre développement de place, aujourd'hui, sur les territoires, les maisons d'assistantes maternelles concourent à cet objectif. Voilà. Grosso modo, je me tiens bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de précision. Merci beaucoup Blandine pour cette présentation. Donc en effet, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mentionner dans le chat. Et donc pour terminer ces différentes interventions, donc maintenant je vais inviter Delphine Cosson et Grégory Laufer pour nous présenter donc dans un premier temps la belle vie et dans un second temps un exemple concret avec la réhabilitation de la crèche La Voie Lactée à Grenoble. Donc je vous donne la parole. Merci Florence, c'est Grégory Galetti. Oui, je m'excuse. Merci Delphine. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc, je suis effectivement la directrice générale de La Belle Vie et je vais très rapidement vous présenter notre association pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on accompagne depuis plus de 15 ans les crèches, mais pas seulement, aussi les assistantes maternelles, les centres de loisirs, les RPE, les MAM, dans leur transition écologique et sociale. Concrètement, on va conseiller les équipes, les gestionnaires et former les équipes à adopter des pratiques durables à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental.
Donc, par exemple, on traite de thématiques très variées sur la partie environnementale, comme tout ce qui est bâtiment, aménagement extérieur, gestion des déchets, et sur la partie sociale, tout ce qui a trait, par exemple, à la qualité de vie au travail, l'accueil des enfants, la qualité d'accueil. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Sachez aussi que, en plus de cet accompagnement et de cette formation et de ce conseil, l'objectif est effectivement pour les crèches, les ALSH, les RPE qui sont engagés avec nous, et d'obtenir une labellisation qui permet de valoriser les efforts qui ont été réalisés par les équipes, puisqu'on va mesurer de manière très concrète les impacts qui sont économisés en termes environnementaux, en termes sociaux, et qui permet d'obtenir cette labellisation qui, comme le précisait Blandine, Rémi, peut permettre d'obtenir des financements CAF supplémentaires. Voilà. On accompagne les établissements d'accueil du jeune enfant dans deux cas de figure, soit en fonctionnement, donc c'est des établissements qui sont déjà en fonctionnement et qu'on accompagne vers la labellisation. On accompagne aussi des établissements qui sont en création, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, en création ou en réhabilitation, pour leur permettre, dès le montage du projet, de créer un projet qui va être le plus durable possible. Et donc, je donne la parole à Grégory Galetti pour qu'il nous présente rapidement quel était ce projet donc, de réhabilitation que l'on a accompagné sur la ville de Grenoble avec la crèche donc, de la Voie lactée. Bonjour à toutes et à tous, merci Delphine. Je suis donc Grégory Galetti, je suis référent patrimoine au CCS de la ville de Grenoble. Ma mission au sein du CCS est d'être soutien à la construction de la stratégie patrimoniale de l'institution et à sa mise en œuvre. En quelques mots, le Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble, c'est un établissement public à caractère administratif, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration propre, présidé par le maire de Grenoble, mais on est un établissement à part entière, avec un budget propre. Nous, au CCS de la ville de Grenoble, on a 3 champs d'action principaux. On s'occupe des personnes âgées, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, et de la petite enfance, qui est le sujet d'aujourd'hui. Côté petite enfance, on a 27 crèches. On est gestionnaire de 27 crèches, soit à peu près 1200 places. Et l'opération dont on va parler aujourd'hui s'inscrit dans notre plan pluriannuel de réhabilitation de crèches, avec une réhabilitation lourde que l'on a menée sur la crèche La Voie lactée. En quelques mots, sur cette réhabilitation, on est sur une opération avec un budget de 1 500 000 €, toutes dépenses confondues, avec une participation, une subvention de la CAF à hauteur de 288 000 € dans le cadre du PIAGE, qui a été évoqué tout à l'heure. C'est des travaux d'ampleur qu'on a menés sur cette crèche, puisque du coup, les travaux ont nécessité la relocalisation de l'activité pendant 12 mois. Et on a mené les travaux sur l'année 2023, avec une ouverture de la crèche tout début janvier 2024. Il y avait les principaux objectifs de cette réhabilitation. C'était d'augmenter la capacité d'accueil de la crèche, parce qu'on était sur 30 berceaux avant réhabilitation et on arrivait à optimiser les surfaces pour monter à 36 berceaux. On souhaitait aussi viser, ce qui n'était pas possible dans la configuration avant travaux, un fonctionnement en mode interâge. Donc aujourd'hui, on a 2 unités de 18 berceaux. Et après, les travaux, bien évidemment, répondaient à toutes les problématiques thématiques environnementales actuelles, avec des travaux qui avaient pour objectif d'obtenir un bâtiment à la fois accessible, fonctionnel, confortable, sain et économe en énergie, en sachant que dans le programme de travaux, on ne s'est pas contenté de travailler sur le bâti, mais on a aussi travaillé sur les espaces extérieurs, avec là pour objectif d'avoir des espaces extérieurs végétalisés et ludiques. Voilà en quelques mots sur l'opération. Je relaisse la parole à Delphine. Oui, donc je vais vous expliquer effectivement comment est-ce que concrètement on a accompagné la Voie lactée dans ce programme de réhabilitation. Donc l'idéal, c'est effectivement qu'on intervienne bien en amont du projet pour pouvoir faire évoluer, avant que le cahier des charges soit complètement définitif, faire évoluer le projet pour améliorer sa durabilité.
Dans le cadre de l'accompagnement de la Voie lactée, on s'est adapté parce qu'effectivement, on a commencé à intervenir un peu tard parce qu'il y avait une partie des travaux qui avaient déjà commencé. Mais concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, notre accompagnement pour obtenir ce label à l'ouverture? La première étape, c'est de faire une formation qui s'appelle Créer une crèche, créer un établissement éco-responsable. Et c'est dans cette formation qu'on va former le gestionnaire à comprendre quelles sont toutes les dimensions de son projet et sur lesquelles il a envie de s'engager et de progresser. Et donc, suite à cette formation qui est très généraliste et qui permet d'avoir une vision très complète et 360 de ce qu'implique un projet d'ouverture ou de réhabilitation, on va déterminer ensemble quels sont les sujets sur lesquels le projet doit progresser et doit s'améliorer. Et donc, il y a plusieurs thématiques sur lesquelles nos experts peuvent vous accompagner. Il y a effectivement toute la partie bâtiment. Il y a aussi tout ce qui est aménagement intérieur, les meubles, les revêtements, les sols, etc. Il y a tout ce qui est eau et énergie aussi, comment être le plus économe possible. Et puis, enfin, toute la partie aménagement extérieur et tout ce qui est aussi plus globalement le projet pédagogique. Donc, dans le cadre de cet accompagnement de la Voie lactée, on s'est concentré sur des recommandations effectivement sur les espaces extérieurs et aussi, on a aussi fait des recommandations sur les aménagements intérieurs et je vais vous les expliquer un petit peu plus tard. Suite à cet accompagnement, on est allé sur place pour faire un audit juste après l'ouverture de la crèche, l'ouverture effective de la crèche, pour constater les progrès qui avaient été faits et pour constater la mise en place des recommandations. Et c'est donc suite à cet audit qu'ensuite il y a un dossier de labellisation qui est déposé par la crèche et qui est étudié par un comité externe qui n'est pas interne à la belle vie et qui, si la crèche a suffisamment, si le projet a suffisamment progressé, peut être labellisé à l'ouverture et donc éventuellement bénéficier sous certaines conditions de bonus de la CAF. Voilà. Donc, sur la partie recommandation, comme je vous disais, on s'est d'abord concentré sur tout ce qui est espace extérieur avec Marie, qui est paysagiste et qui est formatrice chez nous, et qui a constaté que dans le projet initial, il y avait beaucoup de plantes horticoles, des plantes à fleurs qui avaient été choisies et qui étaient plus du coup un jardin à regarder, mais avec peut-être plus difficile pour les enfants d'avoir une liberté de circulation fluide et pas simple non plus pour les professionnels de contrôler tout ça. Donc, ce que Marie a proposé pour simplifier et réassurer les professionnels et pour faciliter la liberté de circulation des enfants, d'avoir plutôt des végétaux et des plantes comestibles, pas uniquement des fleurs, mais aussi des arbres, des arbustes, des herbes, de manière à ce que ça soit quelque chose qui soit ludique et pour les enfants. Donc ça, c'était un exemple de recommandation qu'on a pu faire sur la partie jardin. Un deuxième exemple sur la partie jardin, c'est on a proposé donc des pistes pour investir le deuxième jardin. Du coup, il y a eu la possibilité de réfléchir à des projets, d'avoir un espace, un moment uniquement avec de la terre pour retourner la terre, pour faciliter la manipulation de la terre par les enfants, de délimiter aussi un espace potager. Alors avec plusieurs possibilités, soit avec des bacs, soit avec des rebords en bois, de laisser vraiment des zones sauvages aussi, ou avec de l'herbe pour encourager et favoriser la biodiversité, et de faire aussi une butte en terre avec des copeaux de bois ou de la terre pour favoriser la mobilité, la motricité des enfants. Voilà sur la partie jardin, des exemples de recommandations. Ensuite, il y a eu aussi tout un travail qui a été fait sur les revêtements extérieurs, et notamment comment
trouver des revêtements extérieurs qui soient le moins nocifs possible pour la santé. Donc, on a souvent des sols souples qui peuvent être à base de produits, de pneus recyclés par exemple, ou de produits issus de la pétrochimie et qui relardent du coup des toxiques qui sont mauvais pour le bien-être et la santé des professionnels et aussi des enfants, évidemment. Et donc, il a été étudié la possibilité de mettre des sols souples plutôt en liège, qui sont beaucoup moins nocifs. Et donc, voilà, c'est ce qui a été recommandé. Et donc, on a conforté ce choix-là. Il y a eu aussi, un peu comme sur la piste du deuxième jardin, la volonté de laisser vraiment des sols poreux et des sols sans sol souple pour pouvoir laisser la nature s'exprimer et ne pas trop imperméabiliser les sols. Dernier point sur la partie bâtiment. Il y avait déjà un certain nombre de choix qui avaient été faits, qui étaient tout à fait durables et tout à fait éco-responsables, que Marie a pu donc conforter. Et sur certains sujets, elle a aussi proposé d'aller plus loin. Toutes les recommandations n'ont pas pu être mises en place parce qu'il y a évidemment des arbitrages qui ont dû être faits et aussi, comme je vous le disais, un certain nombre de sujets et de travaux qui avaient déjà été commencés. Mais par exemple, il y a eu la possibilité d'acheter plutôt des bois sur les mobiliers écolabellisés, de proposer du refroidissement de l'air adiabatique. Donc, pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas ce mot il n'y a pas longtemps, c'est tout ce qui est un système de refroidissement d'air plutôt par évaporation, un peu du type d'un brumisateur. Il y a eu aussi des recommandations pour pousser plus loin, par exemple les peintures qui n'avaient pas été spécifiées comme devant être écolabellisées. C'est une piste aussi qui a été proposée, de remplacer pour tout ce qui est laine d'isolation, de remplacer la laine minérale par de la laine végétale. Et aussi de remplacer par exemple des sols qui pourraient être en PVC par des sols plutôt en parquet naturel ou en linoléum naturel. Voilà un peu le type de sujet sur lesquels on peut donc vous accompagner et faire évoluer le projet vers plus de durabilité. Et donc, je vais redonner la parole à Grégory pour qu'il puisse nous dire ce qu'il a pensé de l'accompagnement de la Belle Vie sur ce projet-là. Du coup, en tout cas, nous, on sait quoi, je l'ai pas dit en introduction, mais on s'est lancé dans cette démarche-là. On savait que le projet était trop avancé par rapport à ce qu'il aurait dû être pour s'engager dans cette démarche, mais on était intéressé à le faire par rapport à deux critères. Le fait qu'il y a une bonification qui est relativement importante, alors elle était de 700 € par place, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Madame Rémy lorsqu'on s'est engagé sur le projet, 700 € de bonification par place possible. On avait, nous, quand on a déposé le dossier à la CAF, on n'avait pas coché la case bonification développement durable, même si on pensait avoir un projet vertueux, mais on ne voulait pas se lancer dans une démarche de certification standard. Ça nous paraissait pas forcément trop contraignant. Et à un moment donné, quand on a su que le label Écolo Crèche pouvait, en tout cas, ça nous pouvait prétendre d'avoir cette bonification, on s'est dit qu'on voulait faire un test avec cette opération, même si c'était trop tard par rapport à l'opération La Voie lactée. On a voulu s'engager dans cette démarche pour conforter un peu la démarche engagée par le CCS de la ville de Grenoble, avoir des conseils, une évaluation finale, et puis pouvoir identifier des axes d'amélioration qui nous serviraient sur les opérations, parce que je vous ai dit, on est gestionnaire de 27 crèches, donc on a un plan pluriannuel d'investissement avec des opérations de réhabilitation qui vont suivre des autres opérations de réhabilitation, et du coup de bénéficier de l'accompagnement, des conseils et des remarques de la Belle Vie dans un principe
de démarche d'amélioration continue, ça nous intéressait vraiment, et surtout de se mettre en ordre de marche pour la prochaine réhabilitation, de déposer un dossier de demande de subvention à la CAF avec la possibilité, en tout cas, d'avoir cette bonification au développement durable, qui est loin d'être négligeable, hein, puisque si on fait le calcul par rapport à ce qui a été annoncé tout à l'heure par Madame Henry, on est passé à côté d'une subvention de 72 000 € pour cette opération, juste par rapport à la bonification développement durable. Donc pour nous, un enjeu en tout cas initial, économique, financier, mais qui nous a aussi permis, en tout cas, d'avoir un accompagnement d'Abelvie qui est complet avec du conseil, de la formation, un audit à réception. On a trouvé en tout cas que les équipes étaient à l'écoute, expertes sur la thématique de la transition écologique. Nous, ça nous a permis, au-delà de tout ce que j'ai dit, de faire monter aussi en compétence l'équipe de professionnels, les agents qui sont sur place, sur le terrain, avec les formations qui ont été proposées, qui étaient pas destinées aux équipes de maîtrise d'œuvre, mais bien aux équipes de professionnels sur place. Donc pour ça, c'est très intéressant. Et puis ça a permis aussi au CCS et plus précisément aux équipes d'accéder à un réseau pour pouvoir échanger sur ces thématiques-là. Et puis du coup, au final, on espère obtenir le label Écolo-Crèche, qui n'est pas encore fait, mais on espère. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc maintenant, on va répondre aux questions-réponses. Donc il y a une question de Christelle Vroubel qui demande si la majoration développement durable nécessite d'avoir un label obligatoirement. Oui, alors oui et non, je suis désolée de faire une réponse comme ça. Ça dépendra de vos projets. Je m'explique sur la partie piage notamment. En fait, la Caisse nationale a établi du coup tout un référentiel des certifications, des démarches, des labellisations, effectivement, qui sont pour nous en tout cas garantes d'un certain niveau de l'ambition. Vous l'avez compris, hein, les moyens dédiés sont conséquents. Voilà, et ils sont faits vraiment pour pouvoir accompagner le plus loin possible les ambitions des collectivités en la matière. Donc oui, vous avez ce référentiel qui vous est accessible. N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs CAF dans les départements. Et je disais oui et non tout à l'heure parce que quand il s'agit du fonds de modernisation dont je parlais tout à l'heure, l'autre fonds national. Moi, j'ai accompagné un projet, alors avant nos nouveaux textes, mais c'est pas très grave, hein, en 2022, sur le territoire que j'accompagne, j'ai une collectivité qui est plutôt ambitieuse en la matière et qui avait déjà en fait construit tout un plan calé sur l'ambition de la ville de Paris, sur les cours Oasis. Et notre conseil d'administration, du coup, avait octroyé, dans le cadre d'un fonds public et territoire, avait du coup quand même octroyé une subvention pour soutenir en fait cette démarche de la collectivité, qui par ailleurs s'est engagée avec la Belle-Vie sur la formation du coup de l'ensemble de ces professionnels de toutes les crèches de son territoire. Voilà, pour nous, ça nous paraissait hyper important de le faire. Aujourd'hui, la question de la végétalisation fait partie des thématiques qui peuvent parfaitement rentrer dans le fonds de modernisation. Donc, et là, pour le coup, il n'y a pas forcément de certification. Vraiment, rapprochez-vous de vos interlocuteurs CAF pour parler de vos projets. Super, merci beaucoup pour la réponse à cette question. Il y a une autre question. Bonjour, vous parliez d'une liste de végétaux et aromatiques à favoriser dans l'espace extérieur. Y a-t-il une liste? Savez-vous où chercher? Alors moi, en tout cas, j'ai une information à vous donner pour vous dire que la Belle-Vie va sortir un livre qui s'appelle Végétaliser son lieu de vie, où à l'intérieur, on vous donnera notamment voilà, une liste de végétaux et plein de conseils sur voilà, quoi mettre à l'extérieur de sa structure, de sa crèche. Donc le livre sortira en septembre, il sera accessible à tous, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, nos newsletters, on vous transmettra cette information à ce moment-là. Oui, et en complément peut-être, Florence, de cette information, c'est effectivement des sujets qui peuvent être adressés donc, par nos experts. Je vous ai parlé de Barry tout à l'heure, qui va prendre en compte
dans les missions de conseil qu'elle peut faire sur la partie jardin, les spécificités locales, la flore locale et puis aussi la configuration du jardin. Donc voilà, donc ça peut aussi être une solution d'être accompagné spécifiquement par Marie en conseil ou de suivre aussi les formations spécifiquement qu'on a sur tout ce qui est végétalisation. Et si je peux compléter, nous, par rapport à l'expérience que l'on a sur ces questions-là, on connaissait au sein du CCS de la ville de Grenoble, via notamment les services PMI, des listes de végétaux interdits, mais on ne connaissait pas en tout cas de liste de végétaux alternatifs tels que ça nous a été présenté ou proposé par la Belvie. Super, merci beaucoup. Et alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à les mettre dans le chat ou à reglisser si on n'a pas répondu à une question. N'hésitez pas voilà, à la remettre dans le chat. Alors, il y avait, Florence, plusieurs questions Oui. sur les sols souples, notamment on nous demande des exemples de sols vertueux et des noms de fournisseurs également sur les sols souples. Alors, je ne sais pas si Grégory, vous connaissez, vous voulez partager le nom de votre fournisseur de sol souple en liège. Oui, bah alors après, nous, on a en fait on a fait le choix. Alors, c'est une expérimentation, hein, sur Grenoble, puisque que ça soit sur les aires de jeu, sur les crèches, ou même sur l'espace public de la ville de Grenoble, on n'avait pas d'exemple de sol en liège. Nous, c'est une entreprise, hein, qui a mis en œuvre le liège, donc je connais même pas le nom du fabricant du matériau. En tout état de cause, c'est sûr que ce matériau, dont on va tester la pérennité, hein, est beaucoup moins impactant en termes d'impact environnemental qu'un sol en EPDM, pour toutes les raisons qui ont été citées tout à l'heure. Mais on reste là, en tout cas, dans une expérimentation. Et en tout cas, sur la notion, je pense que si vous utilisez juste la notion de sol en liège, les fournisseurs de sol souple sauront de quoi vous parler. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être prendre une dernière question si ça vous va, puisqu'il ne reste plus que 5 minutes avant la fin de notre webinaire. Et donc, il y a une dernière question. Comment obtenir les conseils d'un référent Label Vie pour de gros travaux d'aménagement sur notre structure, notamment pour les extérieurs? Vous parliez d'une paysagiste Label Vie. Peut-on faire appel à elle? Évidemment, vous pouvez faire appel à elle. Le plus simple, c'est peut-être que Florence, tu peux passer la slide avec nos contacts et les prochaines visio de présentation. Donc oui, le plus simple, si vous voulez parler de vos projets d'aménagement, que ce soit en fonctionnement ou en création, de nous écrire à contact@label-vie.org et nos expertes responsables de développement territorial reprendront contact avec vous pour étudier votre projet et puis vous accompagner. Et si vous le souhaitez, on réalise aussi régulièrement des webinaires de présentation de la démarche. La prochaine pour les structures en fonctionnement, elle est le 18 juillet. Alors, il me semble qu'elle est déjà bien remplie, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement si vous voulez y participer. Et pour les structures qui sont en création, ce n'est pas tout de suite, ce sera plutôt le 24 octobre. Et si vous avez des questions d'ici là sur vos projets de structure en création, voilà, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse-là. Super, ben merci beaucoup Delphine. Merci à tous les intervenants pour toutes ces informations concernant la rénovation des crèches. J'espère qu'on a pu répondre à... Oui. Pardon, s'il nous reste 4 minutes, il y a une petite question, une personne qui demandait s'il fallait plutôt viser un label de type écolo-crèche, Ah oui. quand on part déjà sur un bâtiment en respectant une réglementation, plutôt que de viser un label EFI-énergie, comme ceux qui figurent sur la liste CAF. Donc peut-être que Blandine Rémy, vous pouvez répondre question, puisqu'en effet, il existe plusieurs labels. Alors, je préciserai juste que par rapport à Label Vie, l'accompagnement qui se fait de Label Vie, donc c'est vraiment un accompagnement en amont, donc qui peut être sur le bâtiment ou à l'extérieur, mais il y a ensuite un accompagnement après l'ouverture, de monter en compétence des équipes, qui permet aussi d'impliquer, d'avoir un impact sur toute la démarche pédagogique après l'ouverture.
Alors oui, je veux bien essayer de répondre. Je vais commencer par une question, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux, le sens de la question c'est mieux pourquoi et par rapport à quoi? Mais du coup, je vais aller dans votre sens et je vais amplifier votre réponse. Ici en Charente, on a vraiment cherché à valoriser la démarche de la belle vie depuis 2012. Voilà, nous sommes en contact avec l'association. L'association est venue présenter l'ensemble de sa démarche. Ça a mis un petit peu de temps pour que ça s'ancre sur les territoires. Mais on a un avis plutôt tranché et positivement tranché sur la question, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'accompagnement global en fait et l'expertise globale que peut apporter la belle vie qui nous fait la soutenir depuis du coup des années. On est autant sur de la pratique et je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les préoccupations nationales qui sont les nôtres, hein, c'est le bien-être à la fois des enfants accueillis, mais aussi des personnels encadrants dans les structures et bien sûr de leurs familles. Du coup dans ces structures et on sait que la belle vie sait le faire. Donc au-delà de son expertise aussi sur la question du bâti, pour nous c'est un accompagnement complètement global et je le redis, voilà, qui répond à bon nombre de nos préoccupations nationales, mais donc qui forcément du coup font écho au niveau territorial. Voilà. Super. J'espère qu'on a répondu du coup Ouais, j'espère. à votre question. Eh bien, écoutez, donc je vais vous remettre notre adresse dans le chat pour vous contacter. Donc, c'est contact@label-vie.org. Et donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes nos informations et nos prochains webinaires notamment. Bonne journée à vous et au revoir.